Impérial, Festival Noir Impérial, avec un grand monsieur de la justice, monsieur Gilbert Thiel. Effectivement, je mesure 1,83 m, jeune homme. Donc, comme je le disais, on est dans dans le Festival Noir Impérial, festival du polar à Compiègne. Et grand monsieur Gilbert Thiel, c'est un honneur de pouvoir causer avec vous aujourd'hui. Le plaisir est tout à fait partagé. Allons-y. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, succinctement? Oui, je m'appelle Gilbert Thiel. Je suis né le 11 octobre 1948. Je suis maintenant obligé de préciser que c'est après Jésus-Christ, compte tenu des affres du temps qui m'ont quelque peu marqué. Et donc ce n'est pas une entorse au principe de laïcité de dire que je suis né lors du précédent millénaire. Je suis rentré à l'École nationale de la magistrature en 1976. J'ai été juge d'instruction et premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy de début 1978 jusqu'à la fin de l'année 1990. Après, je suis passé au parquet général de Metz, donc je suis devenu un magistrat debout. J'allais requérir aux assises, notamment pendant la période de 3 ans et 8 mois où j'ai été substitut général. Et puis en 1994, considérant, je n'avais que 44 ans à l'époque, que j'étais encore jeune, je me suis dit je vais refaire de l'instruction qui est quand même une fonction assez éprouvante, et je suis arrivé à Paris où j'ai été nommé premier juge d'instruction. Il se trouve qu'un an après mon installation, un peu moins d'un an, à Paris, il y a eu la campagne des attentats. Il y a un téléphone qui vibre. Ah oui. Bon, c'est la rançon de la modernité est payée. Je vais le remettre dans la poche, comme ça ne vibrera plus. J'ai considéré que j'étais encore suffisamment jeune pour reprendre mon ancienne mise en scène fonction de juge d'instruction. J'ai été au service général de l'instruction de septembre 1994 jusqu'à septembre 1995, puisque à la suite de la campagne des attentats des groupes islamiques armés à Paris, avec le premier qui a marqué durablement les esprits, c'était celui du RER Saint-Michel du 25 juillet 1995, le garde des Sceaux de l'époque a demandé à la présidente du tribunal de renforcer le pôle de l'instruction du TGI de Paris. Ils étaient 3 à l'époque, Jean-Louis Bruguière, Laurence Levert et Jean-François Ricard. Je me suis porté candidat et l'absence de discernement des autorités judiciaires a fait une nouvelle fois que j'ai été choisi. Donc les 19 dernières années de fonction à l'instruction, je les ai exercées au pôle de l'antiterrorisme, et je suis parti contraint et forcé. Duralex, c'est pas du latex, Sedlex. De Sedlex, oui. À savoir que l'heure de la retraite a sonné pour moi à 66 ans, et j'ai donc réintégré mes pénates nancéennes. Voilà. Bah écoutez, on va revenir sur quelques points justement de votre carrière. Vous avez été connu par rapport à 3 grosses affaires. En tout cas, seulement en tout cas, des affaires vraiment médiatisées. Oui. Donc, on va commencer par la première, et non des moindres, Simone Weber. Oui. J'étais déjà un petit peu connu avant, parce que la première affaire politico-financière d'importance avait débuté en 1986. C'est celle qui m'a amené à mettre en détention le maire de Toul, vice-président du Conseil général, pour des affaires de corruption et de trafic d'influence au travers les commissions départementales d'urbanisme et de commerce. Bon, il faut dire qu'avant de devenir magistrat, j'avais été inspecteur des impôts. Vous voyez le goût affirmé de la répression qui me caractérisait déjà. Eh bien, donc, comme je savais à peu près lire
établir un bilan ou un compte d'exploitation générale. Lorsque je suis arrivé à Nancy, on m'a confié, parmi d'autres affaires, bien sûr, la discipline des affaires économiques et financières qui, au fil du temps, vont devenir des affaires politico-financières, alors que c'était un champ qui était complètement resté en déshérence jusqu'à la fin des années 1970. Et donc, après l'affaire qui m'a fait véritablement connaître est l'affaire de Simone Weber, c'est-à-dire au début une affaire de disparition inquiétante qui commence par une recherche dans ce qu'on appelait une recherche dans l'intérêt des familles, c'est-à-dire une procédure administrative qui va rapidement être relayée par une information judiciaire dont j'aurai la charge. Et cette affaire a contribué à me faire modestement connaître du fait de la personnalité de ce qu'on appelait l'inculpé à l'époque, du fait du mode présumé de disparition du corps, c'est-à-dire l'utilisation d'une disqueuse à matériaux. 6600 tours minute, monsieur, quand même, hein, ça tourne vite, et donc ça cautérise les chairs, contrairement à ce que soutenaient les avocats de la défense, ça ne fait pas de projection. Et puis, compte tenu de la longueur de l'information judiciaire qui a duré près de 5 ans. Pendant tout ce temps, Madame Weber est restée détenue provisoire en dépit de ses multiples appels de mes refus de mise en liberté et en dépit de ses innombrables pourvois en cassation. Alors on peut déjà simplement se faire une petite réflexion en disant si c'était maintenant l'affaire Weber avec la même personnalité assez rude de l'inculpé, ça durerait forcément moins longtemps. Puisque lorsqu'on a retrouvé un tronc dans une valise qui faisait du tourisme fluvial dans un bras forcément mort de la Marne à Poincy, pour déterminer que c'était possiblement, puis pour déterminer que c'était le corps du disparu Bernard Etier, il a fallu qu'après avoir saisi des radiographies du disparu à la médecine du travail à Nancy, qu'on reconstitue le squelette de ce tronc pour voir si c'était superposable. Alors ça nécessite des calculs très très savants pour déterminer l'angle de prise de vue des anciennes radios, le restituer. Et on a eu la chance de trouver une anomalie vertébrale et une anomalie claviculaire et sur les radios et sur le tronc. Aujourd'hui, avec l'ADN, ça a mis des mois et des mois en termes d'expertise. Aujourd'hui, avec l'ADN, au bout de, même avec un cadavre très putréfié, et c'était véritablement le cas, en l'espace de 2 jours, la messe est dite. Et puis à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de tom-tom dans les bagnoles, donc la géolocalisation de Simone Weber, qui soutenait chaque fois qu'elle était dans l'embarras, qu'elle n'était pas à Nancy, mais chez sa sœur à Cannes, eh bien, on disposait de l'identification de ses retraits de carte bleue ou de ses paiements avec sa carte bancaire dans les différents magasins. C'est comme ça qu'on géolocalisait à distance et puis avec beaucoup de temps de retard les déplacements éventuels de l'inculpé pour qu'on puisse voir si elle nous disait la vérité, ce qui n'était que très exceptionnel, ou si c'était des mensonges. Mais justement, par rapport à cette affaire-là, il y a quelque chose qui est marquant, c'est la relation juge-inculpé à l'époque, on disait, aujourd'hui on dit mise en examen. Oui. Apparemment, vous êtes vu 75 fois. 77 fois. 77 fois. Pour les interrogatoires, les confrontations, les transports sur les lieux, puisque je me suis quelque part transformé un peu en entrepreneur de travaux publics lorsque j'ai fait creuser dans son jardin pour rechercher le corps par une mini-excavatrice qui était conduite par un officier de police judiciaire. Vous voyez, il faut tout savoir faire dans la police. J'ai fait vider un canal aussi dans le secteur de Toul parce qu'on avait des éléments qui nous laissaient à penser que le corps aurait pu être jeté dans ce canal. Donc j'ai fait vider tout le canal
qui devait l'être de toute façon pour des travaux de maintenance. Mais enfin, on a fait des investigations assez conséquentes. Alors ça a duré longtemps et effectivement, la légende voudrait qu'elle m'ait appelé mon poussin. Alors quand on me demandait pourquoi, je disais que c'était certainement pour tuer dans l'œuf mes velléités inquisitoriales. Non, en réalité, lorsqu'elle écrivait à sa sœur Madeleine, que j'avais détenue pendant un temps parce qu'elle avait détruit des preuves et qui était repartie après sa libération à Cannes, elle écrivait des lettres et elle disait « Tiens, j'ai vu le poussin ce matin, il a l'air crevé avec son affaire de fausse facture, je pense qu'il va bientôt mourir. » Mais moi, elle ne m'a jamais appelé directement mon poussin, mais c'est exact que dans ses relations avec sa sœur, c'était la dénomination qu'elle m'avait donnée. Et le seul surnom qu'elle m'a donné une fois, c'était d'ailleurs un nom marqué du sang de l'histoire, c'était Touvier, parce que je venais d'opérer une nouvelle perquisition dans sa cellule où elle avait entassé des médicaments, sans doute pour obtenir une libération médicale en se provoquant des malaises. Donc le soir-là, elle était très très mécontente lorsque je lui ai annoncé qu'elle partait à la maison d'arrêt de Metz et qu'elle ne retournerait pas à la maison d'arrêt de Nancy. Et donc à ce moment-là, elle m'a dit « Vous êtes pire que Touvier ». Compte tenu de la réputation non usurpée de cet individu, je l'ai viré immédiatement, pas Touvier parce qu'il était mort heureusement depuis longtemps, mais Simone Weber. Et autrement, bon, on a eu des relations, j'ai un peu l'habitude de dire, comme un vieux couple, parce que de temps en temps on se chamaillait pour des conneries, puis il y a des jours où ça se passait beaucoup mieux. Mais pour répondre sur le fond de votre question, je vois que vous me demandiez si j'allais y répondre finalement. La relation entre une personne qui est interrogée et une personne qui interroge, elle est forcément biaisée, elle est forcément faussée, surtout dans un cadre judiciaire où il y en a un qui n'était pas là lorsque les faits se sont commis, c'est le juge d'instruction et qui essaye de savoir, et il y a une personne qui était là et qui est accusée ou qui est soupçonnée en tout cas de ne pas dire toute la vérité, donc cette relation est forcément une relation biaisée. Parce que oui, effectivement, c'était une relation quand même particulière. Comme vous dites, une histoire de vieux couple. Mais vous, dans votre intention, c'était pour qu'elle puisse avouer ce qu'elle a fait, mais finalement, elle n'a pas avoué. Non, elle n'a pas avoué, mais c'est toujours un peu pareil, ce débat-là. Vous savez, à un moment, on disait « Oh oui, l'aveu, c'est pas la reine des preuves. » Mais alors, quand vous n'en avez pas, et je n'en ai jamais eu, effectivement, alors on vous dit, mais vous êtes vraiment sûr que c'est elle? Alors d'abord, la conviction ne peut pas s'appuyer uniquement sur des aveux, bien entendu. Et je n'ai pas, si c'est le sens de la question, je n'ai pas joué la montre pour qu'elle finisse par dire. Vous savez, j'ai été prolongé sa garde à vue, parce qu'on était déjà sur commission rogatoire, lorsqu'elle a été interpellée au mois de novembre 1985. La disparition est de la fin du mois de juin 1985. Donc, quand je la fais interpeller, je vais prolonger sa garde à vue et au bout de 34 heures, alors qu'on a retrouvé sa voiture dans un garage faussement immatriculé, loué sous un faux nom à Cannes par sa sœur, la voiture disparue, elle dit toujours qu'elle n'en a absolument aucune nouvelle. Et je me souviens avoir dit aux flics qui disaient, parce que j'avais la pression de l'institution et de la hiérarchie policière en disant, mais la vieille, là, elle avait 55 ans à l'époque, elle va cracher tout de suite. Je disais, vous en êtes vraiment sûr? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant la fin de la garde à vue, je me suis dit qu'on allait avoir affaire à très forte partie, parce qu'elle avait une capacité de mentir, d'inventer absolument phénoménale. Et il se trouve qu'à l'issue de sa garde à vue, elle avait toujours rien avoué. Je l'ai inculpée et mise en détention provisoire. À ce moment-là, elle m'a dit cette phrase historique lorsque je lui faisais connaître ses droits en matière de défense. Je fais le choix de Maître Robinet, qui était un ténor du barreau local, qui va me laver de tout soupçon.
Je l'ai regardé d'un drôle d'air pour savoir si elle se foutait de ma gueule d'emblée. Et puis après, par la suite, elle a quand même eu 25 avocats. C'est quand même considérable pour quelqu'un qui était complètement innocent. Et des plus redoutables, maître Henri-René Garot, qui était à l'époque l'avocat de légitime défense et qui était depuis quelques mois l'avocat de Christine Villemain, enfin des époux Villemain, d'abord partie civile, puis de Christine Villemain lorsqu'elle a été inculpée dans une affaire voisine, celle de l'Épanche-sur-Vologne, qui était instruite à Épinal. Et donc, elle a eu comme autre avocat Maître Vergès, qui m'appelait toujours Monsieur Thiel. Alors à la 4e rectification, c'est normal qu'il m'appelle Thiel au début, puisque ça s'écrit comme ça au début, mais à la 4e rectification, comme il voyait que ça m'agaçait et qu'il persistait, j'ai eu un moment, ça m'arrive rarement dans ma vie, une lueur, et je lui ai dit « Bonjour Maître Verge ». Et à ce moment-là, je peux vous assurer que Maître Vergès m'a toujours appelé Thiel. Donc ça démontre bien un peu le rapport de force qui peut exister. Mais elle a pris Maître Collard, je pense que je prononce bien, Maître Collard, donc qui était venu de Marseille. Et il a à peine eu le temps de poser le pied en terre nancéenne et d'aller à la maison d'arrêt, elle l'avait déjà viré. Parce qu'elle avait, vous savez, quand vous avez 25 avocats, c'est le meilleur moyen d'avoir une défense particulièrement difficile, parce qu'ils étaient toujours au moins 5 dans le dossier. Alors les 5 qui étaient dans le dossier, non seulement essayaient d'y rester et de virer les autres, et ceux qui n'étaient pas encore rentrés dedans, essayaient de faire virer les autres pour pouvoir enfin y entrer. Parce que c'était une affaire qui occasionnait, non seulement chez le juge, mais pour lui, ça n'a pas de variation sur son traitement, mais également, ça avait des répercussions médiatiques sur les avocats. Voilà. C'est incroyable, en tout cas, cette affaire. Et le fait qu'elle ait disparu il y a 2 ans, est-ce que ça vous a fait quelque chose? Non, parce qu'elle avait quand même 94 ans, donc c'est un âge honorable pour tirer sa référence. Par contre, ce que j'ai refusé, ça a été communément admis de la part des journalistes, mais il y en a quelques-uns, des plus célèbres, qui ont mal perçu, mal reçu, à savoir que j'ai dit d'emblée que je n'allais pas commenter si peu que ce soit le décès d'une personne, parce que la règle de l'humanité, c'est que quand quelqu'un tire sa révérence, c'est comme ça, c'est la fin. Et que je ne suis pas pour les procès, et je ne le dis pas de manière tout à fait innocente, pour les procès post-mortem, comme les médias ont tendance à en instruire ces derniers temps. Il y en a un qui est très spectaculaire, c'est celui de l'abbé Pierre. Non pas qu'il faille passer l'éponge, celui qui a été tellement adulé dans les années 50 suite à son appel sur RTL par le froid, l'hiver cataclysmique de l'année 1954, si je ne me trompe pas. Bien sûr qu'il faut dire quelles ont été ses faiblesses, et c'était plus que des faiblesses, là, c'était des faits absolument inqualifiables, mais à l'occasion de la publication de l'écriture de mon avant-dernier bouquin qui s'appelle La malédiction des Ritons. Riton, c'est le surnom qui a été donné pendant longtemps au Henri. Je me suis préoccupé notamment du cas de Henri Grouès, qui était la véritable identité de l'abbé Pierre. Et je me suis aperçu que dans sa vie, cet homme-là avait quand même de très sérieux problèmes au regard de la sexualité, qu'il soit induit ou pas par le célibat des prêtres. Mais enfin, il avait essayé de se couper la quéquette quand il avait 4 ans ou 5 ans. Et après, quand il a entretenu une liaison avec la maîtresse de Mouloudji, il devait approcher de la cinquantaine, il lui a encore demandé de lui trancher le sexe. Ça veut donc dire que là, véritablement, cet homme-là avait un vrai problème qui ne doit pas conduire à l'absoudre de toute responsabilité. Mais vous savez, c'est sous l'Antiquité qu'on faisait le procès des morts.
Et là, on n'y allait pas de main morte, puisqu'on faisait exhumer le cadavre. Et comme le cadavre faisait inévitablement évoquer inévitablement son droit au silence, donc on lui donnait un traducteur qui disait tout comme l'accusation. Et après, on lui faisait subir aux morts la sentence. Et même au Moyen-Âge, Jacques Clément, qui est le moine qui a assassiné Henri III, le roi Henri III, sur son trône, c'est sa chaise percée à l'époque, donc il le poignarde, et bien immédiatement il est transpercé par les lames de la garde royale, l'auteur des faits, Jacques Clément, ce qui n'empêchera pas qu'on le juge post-mortem, et non seulement qu'on le juge post-mortem, mais qu'on l'écartèle post-mortem. Alors il a fait preuve d'un stoïcisme remarquable, parce qu'on sait le caractère redoutable de l'écartèlement, mais là, comme il était mort, il n'a rien dit. Donc on ne va pas revenir au Moyen-Âge en faisant des campagnes de presse contre les morts, qu'on dise les choses, mais qu'on n'érige pas ça en véritable jugement post-mortem. Très très bien. Il y a aussi une autre affaire qui a marqué, l'affaire SK1, Guy Georges. Oui. Avant de devenir le film L'affaire SK1, qui est le titre, oui, c'est le docteur Olivier Pascal, qui à l'époque était assisté du docteur Moisan, qui au laboratoire de génétique moléculaire, puisqu'on savait, on a su au fur et à mesure du temps qu'on avait affaire à un type qui avait déjà tué au moins à 3 reprises. C'est ça la définition d'un tueur en série. Puis c'est pas 3 d'un même coup, parce que ça c'est un mass murder. Non, celui qui a tué ou tenté de tuer à 3 reprises consécutives mais espacées par un délai est un tueur en série. Donc ils ont donné comme nom d'identification de ces prélèvements génétiques, parce qu'un prélèvement génétique va vous donner un code génétique, mais il ne va pas vous donner un nom et encore moins une adresse. Donc ils avaient appelé ça SK1, ce qui a été le nom donné au film de Monsieur Letellier. Après, c'est une affaire, je me suis souvent exprimé à son sujet, c'est une affaire terrifiante, parce que si on a fini par trouver, on a trouvé trop tard, alors qu'on aurait dû, alors si on avait disposé d'un fichier automatisé des empreintes génétiques à l'époque, il ne fait aucun doute qu'on l'aurait identifié et donc interpellé, parce qu'il venait d'être arrêté dans le cadre d'une procédure de flagrant délit dès l'été 1995. Eh bien, concrètement, ça veut dire qu'il y a 2 victimes, Magali Sirotti qui avait 19 ans et Estelle Mag qui avait 26 ans, qui ont été respectivement violées et assassinées en septembre 1997 et en novembre 1997, alors que Guy Georges avait été arrêté à la mi-août 1995 dans le cadre de cette procédure de flagrant délit. Donc quand la justice va trop vite et quand elle n'a pas les outils nécessaires pour pallier les insuffisances humaines ou les erreurs humaines, que ce soit celles des officiers de police judiciaire qui ont travaillé sous mon autorité, c'est-à-dire ceux de la brigade criminelle, ou que ce soit les miennes propres, eh ben on arrive à de véritables catastrophes. Parce qu'après, non seulement ces 2 jeunes femmes ont perdu leur vie, mais leurs familles ont été détruites. Vous savez, quand vous perdez un enfant, ça doit être absolument terrible, mais quand vous perdez un enfant du fait d'un crime violent et de la part de quelqu'un qui aurait dû être arrêté par la justice, qui, soit par mauvaise perception des choses, soit par légèreté, n'a pas fait le nécessaire qui aurait dû être fait. Donc, tous ceux qui ont connu de cette affaire, qu'il s'agisse des officiers de police judiciaire, qu'il s'agisse des magistrats, on en est tous restés indéfiniment meurtris.
Bah, j'imagine effectivement, parce que le fait qu'il ait tué 7 personnes, une tentative de meurtre, plus les autres victimes agressées, c'est vrai que le fait d'avoir pas pu, parce qu'il y avait des histoires de données personnelles, il me semble, par rapport. Enfin, Ouais, c'est-à-dire que le débat politique sur le fichier des empreintes génétiques, c'était toujours un peu pareil. Vous aviez une gauche qui disait c'est une atteinte aux libertés, vous aviez une droite qui disait on va faire un fichier dans lequel on va tout mettre. Donc c'était la caricature de nos débats politiques. Ils sont de plus en plus fréquents dans ce après, registre. vous avez bien fait d'outrepasser tout ça. Oui, donc je suis passé outre. Des gens m'ont dit, des conseils avisés m'ont dit, mais tu vas te faire annuler ta procédure. J'ai dit, on verra bien. Donc j'ai demandé à tous les laboratoires qui faisaient de la génétique moléculaire de rechercher le profil génétique inconnu, celui de Stein, qui avait été établi à la suite des prélèvements nécroscopiques sur 2 des victimes et puis de mégots de cigarettes chez une victime survivante, puisqu'on arrive à établir l'ADN, on arrivait déjà à cette époque à l'établir à partir des cellules épithéliales, des cellules de l'orifice buccal. Donc j'ai perdu le fil de ce qui me tenait lieu de pensée. Je vois que vous n'avez pas l'habitude d'interroger les vieux, donc il y a parfois des ruptures de faisceau. Non, on parlait justement que vous avez fait analyser. Oui, donc on m'a fait le reproche à un moment, les laboratoires de police scientifique eux-mêmes, qui dépendent du ministère de l'Intérieur, en disant vous constituez des fichiers dont la tenue n'est pas prévue par la loi. Et on m'a dit, est-ce que vous avez demandé l'avis de la CNIL ? J'ai eu envie, mais je me suis retenu de dire, mais c'est complètement dément de dire des choses pareilles. Et j'ai dit, je ne me constitue pas un fichier, je me constitue un outil de travail, puisque le législateur n'a rien fait pour m'en donner un. Et j'ai dit, un fichier, après, une fois que j'aurai trouvé qui c'est, je détruirai ces données. Et finalement, les laboratoires de police scientifique qui me disaient qu'ils allaient refuser, se sont ravisés, m'ont fait les recherches. Et puis finalement, c'est dans un laboratoire, celui du docteur Pascal, un laboratoire autre à Nantes, que ceux des services de police, que la lumière est arrivée. Mais on n'était pas au bout de nos peines parce que les recherches des laboratoires de police scientifique, ils n'utilisaient pas les mêmes locus, les mêmes sondes. Donc on n'avait pas de passage d'une méthode à l'autre et il a fallu refaire toutes les expertises. Enfin, c'était une affaire à bien des égards terrifiante. Et quand le docteur Pascal m'a appelé le 25 mars 1998 pour me dire « Monsieur le juge, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous donner », j'ai dit « Bon, commençons pour une fois par la bonne ». Et il m'a dit, j'ai identifié le tueur en série de l'Est parisien. J'ai dit, c'est pas la peine de me dire la mauvaise, parce qu'on n'était pas complètement idiots. On savait bien qu'un prédateur pareil avait forcément été passé à un moment ou à un autre entre les mains des services de police, voire de justice. J'ai dit, on l'a déjà eu entre les mains. Il a dit, oui, il s'appelle Guy Georges, on l'a eu entre les mains, on l'a eu en garde à vue à la brigade criminelle durant l'été 1995. Non, après, vous avez bien fait, parce qu'il y avait un intérêt supérieur, en fait. Oui, Là, on parle de vie humaine, on ne parle pas forcément bien sûr. Ah, ben, c'est là où on voit la difficulté de la tâche des magistrats. Bon, soit tout le monde peut l'imaginer, mais la dureté par moment du métier, et on partage cette difficulté et cette dureté avec les officiers de police judiciaire qui, eux, prennent de plein fouet la violence des hommes et leurs résultats. Et je me souviens notamment de Catherine Rocher, qui est la deuxième victime de Guy Georges. Elle est assassinée dans son parking au mois de janvier 1994. Eh bien, moi, j'ai connu le père de Catherine Rocher, qui venaient aux nouvelles, ils étaient partie civile, ils voulaient savoir, et puis il faut recevoir ces gens-là. Et surtout pas leur raconter d'histoire, on est sur le point de trouver, non, pendant longtemps, moi je leur ai dit, on ne trouve pas, on ne sait pas où il y a une faille, parce qu'un tueur en série, le problème c'est qu'il ne connaît pas sa victime, et que la plupart des crimes se font dans la sphère familiale. Eh bien, j'ai vu cet homme-là se laisser littéralement mourir de chagrin.
et j'ai vu des drames au sein de ces familles, c'est absolument considérable. Alors les flics, eux, ils arrivent d'emblée, quoi. Souvent, c'est eux qui empêchent les parents de rentrer. Donc c'est un métier qui mérite un immense respect parce qu'ils travaillent quand même. Il peut y avoir bien sûr des difficultés tenant à la nature de la fonction et certains dérapages qui doivent être sanctionnés. Mais tous ceux qui prônent la haine des flics, vous voyez de qui je veux dire, si vous voulez je vous donne le nom, c'est absolument insupportable parce que on a eu à l'occasion de ce festival notamment monsieur Georges Salinas qui était le patron de la BRI au niveau opérationnel. C'est un type qui est rentré au Bataclan avec des armes et avec ses hommes. Ces hommes-là, et j'ai pas mal d'amis au RAID et au GIGN, qui rentrent dans un endroit qui pour maîtriser un forcené, qui pour maîtriser un terroriste, je crois qu'on en connaît un que nous avons comme ami commun, Michel Bernard, un ancien du GIGN, eh bien, des gens qui risquent un peu plus que leur carrière, un peu plus que leur bien, mais qui risquent leur peau, et qui sont traînés dans la boue, ben, ils trouveront toujours un défenseur, parce que moi je sais que la police judiciaire, c'est la police de la justice, et que je n'y ai rencontré à de rares exceptions près, et pour ces exceptions-là, croyez-moi, on a fait le nécessaire, à de rares exceptions près, que des gens remarquables. Et il y a aussi une affaire, en tant que juge antiterroriste, parce qu'on a célébré les 50 ans de sa création, le FLNC. Le 5 mai 1976, c'était la date de création du FLNC. Historique, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Et là, donc ça fait 50 ans que le FLNC a été créé, et vous avez été confronté au FLNC, notamment avec l'assassinat du préfet Erignac. Oui, notamment avec l'affaire du préfet Erignac, mais également à tout l'activisme insulaire, qui se traduisait par des nuits bleues. J'ai connu des nuits bleues où il y avait sur toute la Corse plus d'une centaine d'attentats. Des fois, ça frôlait les 200, et puis des assassinats en veux-tu en voilà, parce qu'au milieu de la décennie 90, il y a eu une guerre entre les différents courants. Les historiques que j'ai déjà cités et le canal habituel, ceux d'Alain Orsoni, qui vient de disparaître dans les conditions que l'on sait, l'a tiré par une arme longue alors qu'il allait aux obsèques de sa mère. Vous savez, c'est d'une violence indicible aussi ce qui s'est passé là-bas, avec la connivence ou la lâcheté des gouvernements successifs de gauche comme de droite de la République française pour essayer de passer des accords qui n'avaient absolument aucune chance d'aboutir compte tenu de l'absence. Ça me fait penser un peu à la politique de Donald Trump, quoi. On ne sait même pas pourquoi ni comment on fait la guerre, et puis après on s'aperçoit qu'on est dans une impasse. Enfin, la conférence de presse de Tralonca sous l'empire de Debré, le ministre de l'Intérieur, lors du premier mandat, lors du premier septennat de Jacques Chirac, c'était ça. On va négocier, vous organisez une conférence de presse de cagoulés, là, donc on va prendre les élèves de l'école d'infirmières de Bastia, on va leur mettre des cagoules, on va leur donner des pétois, et on filme et on donne l'impression d'une armée quasi invincible dans le maquis de Tralonca. Donc oui, j'ai eu à connaître ce contentieux-là, et j'ai eu à connaître aussi d'individus particulièrement dangereux, tels que Francis Mariani, le numéro 2 de la brise de mer, parce que, vous savez, le point commun entre les terroristes là-bas et la criminalité organisée, celle de la brise de mer, ou dans le sud, celle de Jean-G. Colonna, ils ont tous besoin d'armes, ils raquettent tous.
Simplement, le racket pour le compte des organisations indépendantistes s'appelle l'impôt révolutionnaire, comme si on n'avait déjà pas assez des autres. Et puis, c'est le chantage, etc. La brise de mer, c'était devenu un véritable terrorisme, entre guillemets, civil, hein, qui a fait des tas de victimes et où ils ont fini par s'entretuer les uns et les autres, entre Mariani et puis celui qui s'est fait abattre à Porto Vecchio, là, comment il s'appelle, enfin, Richard Casanova. Oui, Richard Casanova. Je vois que vous êtes mieux informé que moi sur les difficultés de l'île et je proposerai votre nom pour que je sois enfin remplacé. Non, effectivement, après, comme vous dites, il y a eu la guerre des héritiers aussi qui a frappé. Oui. Justement, il y a eu un double assassinat à l'aéroport de Bastia Poretta, oui. Et il y a eu des conséquences. Donc, effectivement, avec une gardienne de prison qui a été donnée le baiser de la mort. Oui. Ça, exactement. Je vois que vous êtes un passionné de l'histoire insulaire. Vous viendrez à mon bureau demain pour m'expliquer d'où vous tenez tous ces renseignements. Et j'ai quelques dernières questions. Il y a aussi l'avènement du pôle Cold Case. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous êtes dans l'association Avan, il me semble. Vous êtes oui, mais j'y participe pas vraiment parce que j'ai quelques soucis de santé. Oui, j'avais donné mon aval pour participer à des études de dossiers. Bon, j'ai toujours été, je dirais pas comme le président Sarkozy disait, la justice doit être du côté des victimes. C'est une vraie connerie. La justice, elle doit se tenir équidistante entre les auteurs qui doivent être jugés et puis dans le respect des intérêts des victimes. Mais dire vous êtes plus proche de l'un ou plus proche de l'autre, ça donne une définition d'une forme de partialité du magistrat. Par contre, je les ai toujours défendus en prenant notamment l'initiative que vous avez citée tout à l'heure au sujet de l'affaire Guy Georges. Et dans ma pratique professionnelle, j'ai toujours veillé, ce qui n'est pas toujours évident dans l'esprit de certains mises en examen, qu'elles soient respectées et qu'elles ne soient pas rudoyées, ni par les mises en examen, ni par certains de leurs avocats. Pas tous, mais il y en a parfois qui dépassent les bornes. Donc il s'agit de leur rappeler le périmètre exact dans lequel ils peuvent évoluer. Donc, oui, j'ai fait partie de cette association qui étudie des cas. Alors le pôle Cold Case, c'est un peu la même chose. D'un côté, il y a l'institutionnel qui permet à des magistrats de reprendre des anciens dossiers avec un nombre nettement plus limité que ceux d'un juge d'instruction, je dirais, dans l'active, et donc de reprendre des affaires inabouties. Et ils peuvent disposer de certaines associations, dont l'association Aven, là, au profit des victimes, qui utilisent notamment d'anciens professionnels qui sont censés avoir quelques lueurs sur la question et de rejeter un œil sur ces procédures, voir où il peut y avoir des failles et surtout voir dans quel domaine il peut y avoir encore d'éventuels progrès en relançant les enquêtes. Et ça va très très vite dans le domaine de la police technique et scientifique, avec notamment l'avènement de la génétique moléculaire dans le domaine judiciaire. Au début de l'ADN, tout fichier mis à part, quand vous faisiez un prélèvement à ADN pour comparer, c'était un prélèvement sanguin d'abord, il fallait une analyse de sang, ça c'était pas un prélèvement buccal, et puis il fallait des grandes quantités de matière sur les supports, sur les scènes de crime. Il ne fallait pas que ça ait été mouillé, sinon on n'arrivait pas à un résultat. Eh bien maintenant, avec des quantités infimes d'ADN, on arrive à établir dans des temps records, en
en 2 heures, 3 heures, un profil génétique ou une empreinte génétique. Et tout ça évolue tellement vite avec les techniques. Maintenant, vous avez l'ADN de parentèle, c'est-à-dire qu'à partir des ADN des parents, des grands-parents, du frère et sœur, on arrive à identifier un ADN inconnu en disant c'est forcément tel membre de la famille. Et vous allez rajouter de l'intelligence artificielle qui va encore accélérer le rythme le rythme des recherches, et là, on rentre un peu en terre inconnue, comme disait l'émission. Je ne sais pas où on va aller. Parce que s'il y a une chose pour laquelle la justice est habituée, c'est la connerie, j'appelle la connerie, mais enfin la connerie naturelle qui pousse les gens à faire des actes insensés et parfois odieux. Alors que l'intelligence artificielle, c'est à expérimenter et que ça va présenter forcément des dangers auxquels on n'avait même pas pensé. Monsieur Thiel, quelle affaire vous auriez voulu instruire, que vous n'avez pas pu instruire? On m'a déjà posé la question il y a très très longtemps. J'avais répondu et je crois que je ne change pas comment... J'ai un problème avec les noms. Vous savez, ce faux médecin de l'OMS qui a tué toute sa famille, Jean-Claude Roman, voilà. Jean-Claude Roman, c'est hallucinant comme affaire. Ce type qui fait croire à sa femme, à toute sa parenté, qu'il est médecin alors qu'il a raté sa première ou sa deuxième année de médecine, qui fait semblant tous les jours d'aller au bureau, qui reste sur les parkings d'autoroute ou dans le meilleur cas dans les hôtels d'autoroute à examiner des revues médicales qu'il allait prélever à l'OMS, qui fait illusion devant tout le monde, y compris devant ses amis médecins qui le considèrent comme le grand Manitou et qui, sur le point d'être démasqué, parce qu'à un moment le système se bloque, mais au bout de plusieurs années, va tuer ses 3 ou 4 enfants, je ne sais plus, sa femme va aller tuer ses enfants, va aller tuer le chien de ses parents. C'est apparemment ce qui lui a donné le plus de mal. On comprenait la sensibilité qu'il a exprimée à ce sujet. Et c'est une affaire qui démontre, mais jusqu'à l'infini, qui nous plonge dans un abîme, enfin qui me plonge dans un abîme de perplexité, la capacité de duplicité d'un individu et ce qui va le pousser de surcroît jusqu'à l'extrême, tuer ses propres enfants, tuer ses propres parents, tuer sa femme, et tout ça en un laps de temps, après avoir essayé de tuer sa maîtresse et puis avoir bizarrement renoncé, parce que c'était pas très prudent, criminologiquement parlant, de la laisser en vie après ce qu'il avait tenté sur elle. Voilà, je pense que j'aurais aimé être le juge d'instruction. Au demeurant, l'instruction a été très, très bien menée, hein. C'est pas une affaire qui a été loupée, qui se passerait, je sais pas, sur le bord d'un torrent d'un village vosgien et qui serait toujours en cours après près d'un demi-siècle, enfin en tout cas plus de 40 ans, où finalement tous les travers de la justice se retrouvent, certains travers de la justice, qui ne sont pas permanents bien sûr, mais l'incompétence, la confusion des rôles, et des flics, enfin des policiers et des gendarmes qui oublient qu'ils sont des officiers de police judiciaire et qui se prennent quelque part pour des journalistes qui se prennent pour des enquêteurs, et puis un juge d'instruction qui manifestement a été dépassé par l'ampleur de la tâche. Et alors, je vous disais que ça représente manifestement tous les travers que peut avoir la justice. Vous avez un même document
la lettre de revendication du corbeau, de l'enlèvement du petit Grégory, celle qui est postée dans la poste de l'Épanche-sur-Vologne dans l'immédiateté de l'enlèvement du gamin. Elle est attribuée par des experts en écriture une première fois à Bernard Laroche, une deuxième fois à Christine Villemain. Alors maintenant, paraît-il que c'est la tante Jacob, ce qui serait confirmé par la stylométrie. Ben, je peux vous dire que, enfin, c'est mon sentiment en tout cas, que si on arrive à renvoyer quelqu'un aux assises avec ce seul élément-là, même si l'avocat est bègue, voire muet, toutes les chances d'obtenir un acquittement sont réunies. Et j'ai encore quelques questions. Qu'est-ce que votre métier C'est comme chez le dentiste, chez les journalistes. Ouais, je vous donne juste un petit dernier coup de roulette, et ben là c'est pareil. J'ai une ultime question. Qu'est-ce que votre métier vous a appris sur vous-même? Oh, certainement, pas sur moi-même, parce que je ne suis pas sûr de bien me connaître encore maintenant, malgré l'interrogatoire serré auquel vous me soumettez. Par contre, ça m'a appris la solitude. La solitude dans les moments difficiles, ce que j'ai évoqué, et puis de temps en temps, la peur, non pas vraiment, parce que pendant le terrorisme, j'ai vécu pendant 19 ans sous protection policière. Ça m'a permis de rester jeune, parce que au début, mes gardes du corps, la police nationale, étaient un peu plus vieux que mes enfants, et puis avec le renouvellement des générations, et puis la longueur de mon parcours professionnel à l'antiterrorisme a fait qu'après, ils étaient plus jeunes que mes enfants. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai demandé, après l'assassinat du préfet Erignac, d'être moi-même armé, parce que je ne me voyais pas laisser des gamins, là, certainement plus compétents que moi, et ça, c'était pas très difficile dans l'usage des armes, mais enfin, les laisser tout seuls comme ça sur le terrain, voilà. Et Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je vous pose la question, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Joker.